Économie de Max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire aujourd'hui, 2 lettres, QE pour Quantitative Easing. Ce sera peut-être l'arme de la Banque Centrale Européenne pour éviter une déflation sur le vieux continent. Mais que signifient donc ces termes barbares qui mettent en effervescence la zone euro? Alors pas de panique, on vous explique tout dans un instant avec Lionel Friedfeld. Et puis nous irons en Inde prendre la mesure d'une élection historique, la plus vaste jamais réalisée, plus de 800 millions d'électeurs et sans doute l'alternance après 10 ans de pouvoir du Parti du Congrès. Corruption, croissance en recul et monnaie au plus bas, l'arbitre du scrutin s'appelle l'économie. Rendez-vous dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Le point d'abord sur l'actualité économique internationale et à la une, un comeback. 4 ans que la Grèce était bannie des marchés d'emprunt à moyen et long terme. Athènes a annoncé hier une émission d'obligations sur 5 ans. La Grèce, détonatrice, on le rappelle, de la crise de la dette dans la zone euro, espère lever jusqu'à 2,5 milliards d'euros, à un taux compris entre 5 et 6%. Alors cette annonce revêt-elle également un caractère politique? Les élections européennes ont lieu le mois prochain. Le gouvernement veut marquer des points. Les investisseurs et le FMI ont accueilli l'événement avec enthousiasme, mais au Parlement hier, l'opposition n'a pas manqué de relativiser cette apparente bonne nouvelle. Que signifie ce retour sur les marchés? Signifie-t-il que les gens arrêteront de souffrir de la pauvreté et de la précarité? Signifie-t-il que cette attaque en règle contre le peuple prendra fin? Signifie-t-il que les mesures barbares mises en œuvre pour créer des travailleurs moins chers et sans droits prendront fin? Bien au contraire. Voilà, et faut-il y voir un lien avec cette annonce de retour sur les marchés? Très tôt ce matin, une voiture piégée a explosé à Athènes devant le siège de la Banque centrale grecque. Pas de victimes, un attentat qui survient aussi au lendemain d'une grève générale du secteur public pour protester contre les mesures d'austérité. L'Ukraine au menu ce jeudi à Washington de la réunion des ministres des Finances du G7, sans la Russie donc, exclue du forum. Il est question de l'impact de la crise ukrainienne sur l'économie mondiale. Hier, la Réserve fédérale américaine a assuré que les tensions en Ukraine présentent un risque pour la croissance. La veille, c'est le FMI qui a baissé ses prévisions de croissance mondiale du fait de ces risques géopolitiques. En Asie, sérieux coup dur pour le commerce extérieur de la Chine. Après une chute de 18% au mois de février, les exportations chinoises ont de nouveau diminué en mars, moins 6,6% sur un an. C'est la première fois en 5 ans qu'on constate une dégradation sur 2 mois consécutifs. Alors les importations, elles aussi, reculent sur ce mois de mars de 11,3%. Le gouvernement n'envisage pour l'heure aucune mesure de soutien pour compenser ces passages à vide. Il maintient l'objectif de croissance à 7,5%. En tout cas, les mauvaises nouvelles commencent tout de même à s'accumuler du côté de Pékin. L'Afrique à présent, l'Afrique subsaharienne avec les prévisions de la Banque mondiale. La croissance dans cette région devrait poursuivre sa progression de 4,7% l'an dernier. Elle est attendue à 5,2% pour 2014. Hausse des investissements dans les ressources naturelles, dans les infrastructures également. Forte hausse aussi de la consommation des ménages. La Banque mondiale qui souligne entre autres le dynamisme de la République démocratique du Congo, où ont été tournées d'ailleurs les images que vous voyez. Et puis des aspects politiques, mais aussi économiques au programme de la visite au Mexique de François Hollande. Une délégation de chefs d'entreprise accompagne 2 jours durant le président français, ainsi que Laurent Fabius, en charge maintenant du commerce extérieur. On s'attend à des accords dans les domaines de l'aéronautique, de l'énergie, des infrastructures. Le Mexique, 2e économie d'Amérique latine, qui est devenue au premier trimestre le 2e exportateur de véhicules aux États-Unis, devant le Japon. La BCE pourrait en faire son tube de l'été. L'assouplissement quantitatif, QE en anglais, version moderne de la planche à billets, n'est utilisé que pour les cas de crise majeure. Or, le risque que court la zone euro pour les experts, c'est celui d'une déflation. La Banque centrale européenne va-t-elle, comme la Fed aux États-Unis, injecter des liquidités pour soutenir l'économie? Avant d'approfondir en compagnie de Lionel Friedfeld, le mode d'emploi avec Johanna Citruc. 5 ans après la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne pourrait bien s'y mettre aussi. L'assouplissement quantitatif. Ça consiste à augmenter la quantité de monnaie en circulation par le biais d'achat d'actifs. L'objectif, faciliter les prêts accordés par les banques et donc relancer l'activité. Autrement dit, relancer la croissance. Les données confirment que la reprise modérée de l'économie de la zone euro se poursuit, conformément à notre précédente évaluation.
En même temps, elle confirme aussi nos attentes d'une période prolongée de faible inflation. C'est justement le problème. L'inflation est trop faible depuis trop longtemps. En mars, elle est descendue à 0,5%, son plus bas niveau depuis 2009. C'est loin de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale. Pourquoi est-ce un problème? Parce que ça pourrait supprimer la demande. Cela pourrait supprimer la croissance et cela pourrait supprimer la production et les emplois en général. L'inflation est pourtant un mal nécessaire pour relancer une économie, puisqu'elle réduit le poids de sa dette. Et pour accélérer la hausse du niveau général des prix, certains pensent que l'assouplissement quantitatif serait l'outil idéal. La presse évoque un rachat d'actifs pour 1 000 milliards d'euros par an. Autrement dit, 80 milliards chaque mois. Un programme qui permettrait de gagner de 0,2 à 0,8 points d'inflation supplémentaires. Mais pour le moment, rien n'a été annoncé. Les modalités n'ont pas encore été discutées. Ce ne sont donc que des spéculations. Ouais, des spéculations en attendant qui font le bonheur des places financières européennes. 40% de probabilité d'après les professionnels que la BCE ait recours à un tel programme. Alors avec nous, notre analyste financier. Bonjour Lionel Friedfeld. Bonjour David. Bienvenue à vous. Alors d'abord, éclairez-nous les mécanismes, comment ça marche l'assouplissement monétaire. C'est un peu comme la planche à billets, mais pas tout à fait. Alors effectivement, c'est du quantitative easing, c'est-à-dire c'est une politique monétaire interventionniste où la BCE ou les banques centrales injectent des liquidités. Et dans ce sens, évidemment, c'est une politique volontariste. Ouais, donc comme la planche à billets. Pourquoi faudrait le faire maintenant? Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'on est tout près d'une déflation? Alors pourquoi la BCE a décidé de faire cette politique? C'est simplement parce que l'Allemagne, par la Bundesbank, qui est la banque centrale allemande, a donné son accord de principe justement pour utiliser ces politiques de planche à billets pour relancer. C'est pas gagné. Ils étaient en opposition depuis plusieurs années sur ce sujet précis. Et vu qu'il y a un taux d'intérêt, enfin un taux d'inflation très bas en Europe, et quasiment de 1% en Europe, que l'économie allemande donne les premiers signes d'un essoufflement, notamment sur les prochains semestres, l'Allemagne a dit oui, justement pour relancer de façon économique l'Europe. Donc il y a vraiment un risque de déflation, c'est ça la principale préoccupation? Risque de déflation, et surtout l'inflation est à 1%. Il ne peut pas avoir de croissance sans une inflation importante. Trop d'inflation est très mauvais pour un pays, mais vraiment trop peu d'inflation, il faut pour relancer la machine économique. Surtout dans un contexte de dette. Alors pour comparer avec les États-Unis, la Fed pratique cet assouplissement monétaire depuis au moins un an, assez intensivement. Ça a l'air de marcher. Au Japon, c'est un peu moins convaincant. Est-ce qu'on peut comparer avec le cas de l'Europe aujourd'hui? On peut en fait, parce que la BCE a regardé évidemment du côté des États-Unis, la Central Bank aux États-Unis de la Fed et au Japon. Les Américains ont fait cette politique d'injonction majeure de 80 milliards de dollars dans l'économie chaque mois. Ils ont un peu baissé ces montants, ils sont passés à 60 milliards de dollars. Il y a des taux d'intérêt quasiment à zéro aux États-Unis, ce qui a permis d'avoir notamment une croissance importante de 3,4% l'année dernière. Au Japon, on parle évidemment des Abenomics, mais ils ont fait la même chose. Ils ont injecté de l'argent sur le marché et surtout, ils ont utilisé l'arme monétaire en dévaluant le yen de 20 à 30% par rapport au dollar et à l'euro. Et les résultats sont là. Donc la BCE se dit pourquoi pas utiliser ces armes en Europe. Donc il y a vraiment un parallèle entre ces solutions. Pourquoi on a mis autant de temps à y arriver, à y songer finalement en Europe? On sait que le FMI par exemple met la pression depuis un moment quand même sur l'Europe. Effectivement, parce que c'est un changement de dogme au sein de la BCE qui ne voulait pas changer sa politique économique. Il faut savoir qu'en Europe, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a l'article 123 du traité de Castro qui interdit à la BCE de financer les États et les agences gouvernementales. Donc cette politique qu'on retrouve aux États-Unis et au Japon avec un rachat illimité de dettes souveraines ne pourra pas se passer en Europe. En Europe, il y aura d'autres solutions, ce sera un mix de solutions. Soit la BCE va financer notamment des banques et les banques vont prêter aux acteurs économiques, soit ils vont financer des fonds qui vont faire la même chose, soit ils vont donner de l'argent à des PME, les PME vont recevoir des financements. Directement. Exactement. Ouais. Et on va faire de la titrisation, c'est-à-dire que leurs dettes vont être packagées dans une société, une SPV, une société spéciale, et qui va être revendue à des investisseurs financiers. Ouais. Et est-ce que Mario Draghi, donc le patron de la BCE à Francfort, est-ce qu'il dispose encore d'autres outils un peu plus conventionnels pour lutter justement contre cette inflation faible? Le plus grand conventionnel, ça va être sans doute la dévaluation, et c'est un mot un petit peu tabou d'utiliser le mot dévaluation, de l'euro. L'euro a une parité entre 1 et 1,3 par rapport au dollar américain. Ça serait logique qu'il revienne dans sa parité du départ. 1 euro est égal à 1 dollar américain, ce qui favorisera les exportations européennes de façon importante. Donc ça, c'est théorique encore. En tout cas, les marchés sont contents. Est-ce que vraiment on s'attend? C'est possible, ça va arriver selon vous? Ça va arriver. C'est un modèle, en fait, ça va être un mix de politiques économiques qui vont faire qu'il va y avoir une meilleure gestion par rapport de la BCE, par rapport aux intervenants financiers. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est qu'il faut laisser les États
trouver leur compétitivité. Il faut que les entreprises en fait, développent des avantages compétitifs, les grandes entreprises, et qu'il n'y a pas de solution miracle. Ce n'est pas forcément par des interventions de la BCE que demain, les grandes entreprises françaises, allemandes ou italiennes vont pouvoir mieux exporter, par exemple. Ouais, donc la politique n'a pas la solution à tout. Merci Lionel, Merci, et à très bientôt. Allez, cap sur l'Inde à présent, avec des élections hors normes. Elles ont commencé lundi, 814 millions d'électeurs appelés aux urnes et un mois pour choisir qui prendra les rênes pour 5 ans d'un pays qui représente 17% de la population mondiale. Et à l'heure où la croissance ralentit nettement et où la monnaie s'écroule face au dollar, c'est bien l'économie qui pourrait faire tomber l'actuel gouvernement issu de la dynastie Gandhi et au pouvoir depuis 10 ans. Anthony Lesme. Cette semaine, 814 millions d'Indiens sont appelés aux urnes. La plus grande élection jamais organisée dans un pays démocratique. Le nationaliste Narendra Modi, chef de l'opposition, est en position de challenger et pourrait bien remporter le scrutin. Formé par la mouvance fondamentaliste hindoue qui prône l'instauration d'un État théocratique, il est soupçonné d'avoir laissé faire en 2002 un pogrom qui a coûté la vie à près de 2000 musulmans. Vous avez donné 60 ans au Parti du Congrès. Donnez-moi seulement 60 mois. Vous avez élu des dirigeants. Cette fois, choisissez un serviteur. Frères et sœurs, élisez un fort gouvernement à Delhi, un gouvernement avec une large majorité. Si je dois résumer notre manifeste en 2 mots, je dirais la bonne gouvernance et le développement. Modi met l'accent sur les réformes économiques. Il promeut un système simplifié d'imposition et le retour de l'emploi, par notamment des réformes libérales autour de la législation du travail. Tout au long de sa campagne, il a critiqué le parti au pouvoir, le parti du Congrès, d'avoir nui à l'économie et d'avoir augmenté l'inflation. La moitié de la population de l'Inde a moins de 25 ans et pas assez d'emplois sont créés, laissant alors des dizaines de millions de personnes sans activité. Les prévisions de croissance pour 2014 sont de 5%, bien loin des 9% quelques années plus tôt. La réalité économique fait donc des ravages. Les gens cherchent de nouvelles possibilités. À la fin de la journée, ils veulent de la croissance, du travail, ils veulent se débarrasser de la pauvreté. Ils veulent aller de l'avant dans la vie et se débarrasser de la corruption. Selon l'ONG Transparency International, 54% des Indiens disent avoir payé des pots de vin l'an dernier. La corruption, généralisée, est devenue un enjeu électoral et les critiques volent de part et d'autre. Les gens de BJP ont battu un record du monde de la corruption de le Karnataka. Ils se sont appropriés 16,64 milliards dans l'escroquerie d'une exploitation minière. Rappelons que 4 membres de l'Assemblée législative, 2 ministres, sont toujours derrière les barreaux. Le pays commence à se mobiliser de manière très forte, puisque le taux de participation dans l'État de l'Assam aurait atteint les 70% et à Tripura près de 85%. Le processus d'élection générale ira jusqu'au 12 mai et les résultats seront délivrés 4 jours plus tard. Voilà une vraie ferveur électorale et c'est l'heure du Media Watch. La revue de presse avec Johanna Citruc et une fois de plus les inégalités à la une. 67 personnes détiennent autant de richesses que la moitié de l'humanité, 3,5 milliards de personnes. Bonjour Johanna. Bonjour David. Alors on est passé de 85 à 67, que se passe-t-il? Alors oui, elles étaient 85 en 2013, elles ne sont plus que 67. 67 personnes les plus riches détiennent autant que la moitié la plus pauvre de la planète. Les inégalités extrêmes se sont donc aggravées. L'ONG Oxfam qui a publié ces chiffres demande aux institutions internationales, que ce soit la Banque mondiale ou encore le FMI, d'intervenir, de changer leur politique de prêt, mais aussi de modifier leurs recommandations, notamment sur les politiques de santé et d'emploi. Plutôt que de faire des coupes dans ces budgets, il faut investir, car selon Oxfam, en fait, c'est entre autres à cause de l'austérité que les inégalités se sont creusées, qu'elles continuent d'augmenter, mais c'est aussi à cause de l'évitement fiscal des multinationales, puisque les grandes compagnies font souvent des stratégies, parfois même un petit peu saugrenues, pour pouvoir éviter de payer des impôts, ou en tout cas limiter les impôts qu'elles payent. Ouais, pas très joli tout ça. Alors autre chose, Johanna, le Bitcoin est loin d'être enterré. On pourra peut-être bientôt faire ses courses avec en France. Oui, en tout cas chez Monoprix, puisque l'enseigne travaille actuellement sur un projet de paiement en Bitcoin, dans un premier temps en ligne, donc sur Internet, et ensuite en magasin via une application mobile. Et ce serait donc une grande première en France, puisque pour l'instant, seuls quelques sites, c'est souvent des sites de haute technologie, proposent de payer en Bitcoin. Mais ça reste tout de même un pari
assez risqué puisque la monnaie virtuelle n'a pas vraiment la cote en ce moment. Elle a même plutôt mauvaise réputation. Premièrement, elle est très volatile. Deuxièmement, elle échappe à tout contrôle, que ce soit le contrôle des banques centrales ou des gouvernements. D'ailleurs, certains gouvernements ne la considèrent même pas comme une monnaie. Et il faut dire aussi que les sites d'échange de Bitcoin sont souvent la cible des hackers. Ils sont souvent piratés. Et puis une idée suédoise, Johanna, qui va faire sans doute des jaloux, travailler seulement 6 heures par jour. Oui, travailler 6 heures par jour au lieu de 7, c'est la règle en Suède. Alors c'est une expérimentation que veut mener Matt Pilem, le maire adjoint de Göteborg en Suède. L'objectif est premièrement de créer des emplois, puisque si tous les employés travaillent moins, il y aura besoin de plus de monde pour obtenir le même niveau de production ou obtenir donc des services de même qualité, mais aussi d'augmenter la productivité, puisque si les employés travaillent un petit peu moins chaque jour, ils seront plus en forme, ils auront un travail qui est meilleur et moins de congés maladie et a priori moins besoin de vacances. Au final, les employés seront gagnants et les entreprises aussi. Reste à voir si ce projet sera adopté par le conseil municipal. Ouais, ça va sans doute l'intéresser d'ailleurs, ce conseil municipal. Merci Johanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.